C'est le showman de notre système solaire. Baignant dans son propre éclat, il séduit tous ses admirateurs. Mais sa beauté est fatale. C'est une énorme boule de gaz gelée, entourée d'anneaux de glace lancés à 65 000 km/h. Le climat y est très violent. Une tempête polaire y souffle sur un territoire plus vaste que les États-Unis. Les conditions météorologiques de Saturne sont parmi les plus rudes du système solaire. La foudre y est 1 million de fois plus puissante que sur Terre. Mais ces lunes sont encore plus énigmatiques. Les geysers sur Encelade sont des éruptions de vapeur d'eau qui montent à des centaines de kilomètres de haut, en raison de la gravité beaucoup plus faible et parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Une de ces lunes a une atmosphère, des océans et des montagnes. La vie pourrait-elle exister sur un de ces satellites? Saturne, le seigneur des anneaux. S'il y a une planète qui représente la majesté, le mystère et la magie de l'univers, c'est bien Saturne. Elle ne laisse personne indifférent. Même les scientifiques sont éblouis par sa perfection cosmique. Il faut reconnaître que Saturne est la plus belle chose qui soit. C'est ma planète favorite depuis que je l'ai vue à travers un télescope. Alors qu'elle semble endormie et sereine, la 6e planète du Soleil ne l'est pas du tout. Saturne est un concentré d'énergie, dont la beauté vient des profondeurs. Saturne est absolument glacial. Personne ne veut y aller parce qu'on ne peut pas s'y poser. Donc on tomberait, mais en plus, on y gèlerait instantanément. Saturne est un amas d'hydrogène et d'hélium, déformé par la rotation autour de son axe. Quand un professionnel lance en l'air sa pizza, elle tourne sur elle-même et elle s'aplatit. On a quelque chose de similaire avec Saturne. Il tourne si rapidement sur lui-même qu'il s'écrase, en gardant une bosse au milieu. On appelle cette forme une ellipsoïde aplatie. Même si cette planète est beaucoup plus massive que la nôtre, vous seriez légèrement moins lourd sur Saturne. Un homme de 70 kg n'en pèserait que 63. C'est parce que Saturne a une très faible densité. C'est la seule planète du système solaire qui soit moins dense que l'eau. Saturne est très ballonné. Les gaz prennent tellement de place par rapport à leur masse que la densité est inférieure à 1. Si on pouvait plonger cette planète dans un très grand océan, elle flotterait. C'est la 2e plus grande planète de notre système solaire, un géant de gaz. Elle possède une masse d'hydrogène et d'hélium 750 fois plus grande que la Terre. Le jour y dure 10h,6. Il lui faut 29 ans et demi pour faire le tour du Soleil. Enfin, on lui connaît 48 lunes. Saturne existe depuis 4,5 milliards d'années. Elle s'est constituée en agrégeant des particules de poussière de carbone entre elles, qui ont formé un noyau rocheux de plusieurs fois la taille de la Terre. Ensuite, elle a été en mesure d'attirer des gaz comme l'hydrogène et l'hélium, qui se sont effondrés sous l'effet de la gravité. Quand les éléments ont commencé à s'effondrer, ce nuage s'est comprimé et il a commencé à tourner plus vite, mais sur un seul axe. Comme sur les autres axes, il ne tournait pas, il s'est effondré sous l'effet de la force gravitationnelle. Cela s'appelle la conservation de moments angulaires, un principe qu'on peut observer sur une patinoire,
Si un patineur déplie ses bras, il va ralentir, et s'il les replie, il sera plus proche de l'axe de rotation et tournera plus vite. C'est ce qui se passe pour une planète quand elle se condense. Saturne, pendant sa rotation, est sorti de ce disque qui s'est condensé. Ce sont ces anneaux majestueux et chatoyants qui ont fait de Saturne la planète emblématique de notre système solaire. Ils sont immenses et mesurent 278 000 km de diamètre, soit 21 fois celui de la Terre. Une fusée lancée à grande vitesse mettrait 2 jours pour aller d'un côté à l'autre de ces anneaux. Ils sont immenses. Et ils sont aussi extrêmement minces. Ils ne mesurent que 20 mètres d'épaisseur. De côté, ils disparaissent quasiment. Ils ne sont pas plus épais qu'un ou 2 étages d'un bâtiment moderne. Et en comparaison, ils sont fins comme du papier. Ces anneaux semblent être des disques solides, mais ils sont en fait composés de milliards de débris spatiaux. Quelle est leur composition exacte? Ils sont formés d'innombrables morceaux de glace qui varient de la taille d'une maison à celle d'un flocon de neige poudreuse sur laquelle vous aimez skier. Ils sont faits d'eau gelée. Ce sont des particules qui ont été pulvérisées, qui se sont brisées les unes contre les autres et donc qui se sont divisées en particules plus petites. À l'intérieur de ces anneaux, c'est comme dans une ruche, il y en a partout, comme des abeilles groues dans un essaim. On ne peut pas faire traverser ces anneaux à un engin spatial. Et ces particules tournent très vite. Ils tournent autour de la planète à des vitesses qui vont de 33 000 à 65 000 km/h. L'anneau intérieur tourne plus vite que les anneaux extérieurs, et pour une raison précise. Selon la loi de Kepler, si vous êtes en orbite autour d'un objet, vous vous déplacerez vite en étant proche et plus lentement en vous en éloignant. Si une particule de la taille d'un grain de sable se déplaçant à une vitesse hypersonique heurtait un vaisseau spatial, elle aurait le même impact qu'une balle de fusil tirée à bout portant. Si vous sortiez des anneaux, tout serait beaucoup plus calme. Si vous vouliez faire une promenade autour de Saturne, il faudrait vous y prendre comme ça et non pas suivre les anneaux. La présence de ces anneaux est l'un des grands mystères de cette planète. Ils pourraient avoir été des lunes de Saturne, trop proches les unes des autres et qui seraient entrées en collision. Les fragments retenus par la gravité de la planète seraient devenus ces anneaux. Selon une autre théorie, une masse importante pourrait s'être écrasée à grande vitesse sur une des nombreuses lunes de Saturne. De même, les fragments après le choc auraient été happés par la gravité et seraient restés en orbite pour former les anneaux. Les scientifiques sont en désaccord sur la façon dont les anneaux se sont formés. Mais nul ne conteste la personnalité de celui qui les a étudiés le premier. En 1610, Galilée, astronome florentin, a été le premier à rapporter l'existence des anneaux de Saturne. Il a vu ces petits éléments qui dépassaient sur les côtés sans savoir ce que c'était. Comme tout bon astronome, il tenait son journal et il a voulu décrire ce qu'il avait observé. Mais il n'avait pas les mots adéquats. Alors, au lieu de nommer sa découverte, voici ce qu'il a dessiné. Saturne est ici, au centre. Et là, il y a ces 2 choses. Malheureusement, Galilée n'a jamais vraiment compris ce que c'était. Il a fallu attendre la venue d'un autre astronome. 45 ans plus tard, un médecin néerlandais, Christian Huygens, trouva la réponse. Il observe qu'il y a non pas un anneau, mais plusieurs anneaux géants. Aujourd'hui, on en recense 7. Il y a l'anneau A, l'anneau B et l'anneau C. Ce sont les 3 principaux.
Il y a un autre anneau à l'intérieur du C, on l'appelle l'anneau D. Quand Voyager est arrivé là-bas, il nous a montré l'anneau F dans toute sa splendeur. Puis vers l'extérieur des anneaux plus diffus, les E et G. Ils sont tous différents. L'anneau A est presque transparent. C'est pour cela que la lumière passe facilement à travers lui. L'anneau B est plus dense, il contient plus de matière. L'anneau C est encore plus transparent que le A. Et le D est à peine visible. Ces anneaux ne sont pas des objets homogènes. Il faut s'intéresser à toutes les particules qui constituent ces anneaux et à ce que chacune d'elles fait. Ils sont différents par leur couleur, par leur forme et par les ombres des autres anneaux. On ne peut pas les voir tous à cause du Soleil. Ils brillent comme notre Lune en réfléchissant la lumière du Soleil. On appelle ce phénomène un clair d'anneau. Imaginez que vous êtes sur le côté obscur de Saturne et que vous regardez le ciel complètement recouvert par les anneaux. Ils sont beaucoup plus lumineux que la pleine Lune vue de la Terre. Ils étincellent, ils brillent, parce qu'ils sont en grande partie constitués de particules de glace, matière qui réfléchit bien la lumière du Soleil. Pourtant, ces merveilles scintillantes de notre système solaire ne seront pas éternelles. Certains scientifiques se demandent quand elles disparaîtront. Malgré tout ce qu'ils savent sur les anneaux de Saturne, le mystère demeure. La date de leur apparition fait l'objet de nombreux débats. Certains spécialistes pensent que les anneaux se sont formés en même temps que Saturne, il y a 4,5 milliards d'années. Nous ne comprenons pas ce qui assure la cohésion de ces anneaux. Nous pouvons juste estimer qu'ils existeront encore que quelques centaines de millions d'années. Mais quelque chose cloche dans cette thèse. Ils n'ont sans doute que quelques centaines de millions d'années. On arrive à cette conclusion en essayant d'estimer la vitesse de l'érosion due à la grêle de micrométéorites et de minuscules particules qui les percutent à grande vitesse, qui les ébrèchent et donc qui les usent. Neptune, Uranus et Jupiter possèdent également des anneaux, mais plus petits. Ceux de Saturne sont lumineux. Et pour de nombreux scientifiques, c'est parce qu'ils n'ont pas été longtemps exposés à l'érosion. Ils seraient relativement récents. L'érosion va-t-elle progressivement avoir raison des plus beaux atours de Saturne ? On pense qu'au bout d'un certain temps, les débris vont devenir si petits qu'ils vont prendre une charge électrique dans la magnétosphère de Saturne, qui alors les expulsera. À moins qu'ils ne finissent par s'intégrer à Saturne. Selon ce scénario, ils disparaîtraient sous l'effet de l'érosion. Pour que les anneaux de Saturne perdurent, il faut qu'ils soient réapprovisionnés en matière. À l'heure actuelle, Saturne a de très grands anneaux, mais leur stock de matière doit être reconstitué. Paradoxalement, il faudrait une agression pour cela. Ils pourraient être réapprovisionnés par une comète qui viendrait s'écraser sur eux et dont ils prendraient la masse. Ce type de thèse est encore très discuté. La date de leur disparition est également le sujet de nombreux débats.
Ce sera dans des centaines de millions d'années, peut-être des milliards, nous ne le savons pas. C'est actuellement l'objet d'un débat. Pour certains, les anneaux sont jeunes et ils vont mourir prématurément. Pour d'autres, ils sont vieux et ils vont exister très très longtemps. Les 48 lunes de Saturne sont des petits astres, appelés bergers, parce que leur gravité aide les anneaux à rester intacts en retenant les particules. Les spécialistes de Saturne s'intéressent à la chorégraphie complexe entre ses lunes et ses anneaux. L'anneau F, très tordu, est particulièrement intrigant. Il y a 2 satellites bergers de part et d'autre de la planète, Prométhée et Pandore. Et ils ont des effets gravitationnels sur cet anneau. Ils les tirent dans des directions différentes. Cela lui donne un air irrégulier et anarchique. C'est un vrai casse-tête pour les spécialistes de la gravité. Ce qui se passe dans l'anneau F nous intéresse beaucoup, parce que cela montre l'interaction entre les lunes et les anneaux. Saturne fascinait déjà l'humanité 7 siècles avant Jésus-Christ. Les Assyriens avaient remarqué sa lueur, loin dans le ciel. Des centaines d'années plus tard, les Grecs lui donnent le nom de Chronos, dieu des récoltes, peut-être à cause de sa position dans le ciel pendant la saison des moissons. Saturnéus est le dieu romain de l'agriculture et aujourd'hui encore le nom de la planète. Un jour de la semaine lui doit également son nom en anglais, le samedi, Saturday. Mais si les Romains l'avaient vu de plus près, ils lui auraient sûrement donné le nom du dieu du climat. C'est un lieu sauvage en perpétuelle évolution. Mais à la différence de la Terre, où les choses évoluent tous les jours et même toutes les heures, les tempêtes sur Saturne peuvent durer des semaines, voire des mois. Tout y change à grande échelle, très lentement. La violence de l'activité sur Saturne a surpris les premiers observateurs. Pendant des siècles, la vision qu'on avait de la planète avait été troublée par une brume d'ammoniac. Aujourd'hui, les données qui nous arrivent par satellite sont en train de tout changer. Nous savons maintenant que Saturne est un espace dynamique. Elle est probablement plus dynamique que Jupiter. Il suffit de considérer le nombre de tempêtes qui l'agitent et leur mouvement. C'est incroyable, mais les vents y soufflent à une vitesse de 1600 km/h. Nous mesurons la vitesse des vents en regardant les différentes cellules de l'atmosphère se déplacer. Il faut avoir des images séquentielles pour voir l'évolution des choses. Il n'y a pas de montagne sur Saturne. On observe la forme des nuages pour voir à quelle vitesse ils évoluent et pour mesurer la vitesse des vents. De récentes explorations ont montré l'existence d'autres phénomènes encore incompréhensibles. On voit des formes, des nuages, des tourbillons, de grands panaches comme sur Jupiter. Et on voit aussi ces tempêtes de forme ovale. Elles sont nombreuses, en particulier à une latitude de l'hémisphère sud. Elles glissent autour de cette bande. Nous en avons vu naître, nous en avons vu mourir en se résorbant. Des scientifiques ont surnommé cette région le boulevard des tempêtes, comme une région du Midwest américain aux conditions météorologiques violentes. Il y aurait aussi des éclairs sur Saturne. Mais personne ne les a vus. Il y a une raison technique à cela. Pour voir les éclairs, il faut aller du côté obscur. Car comme les éclairs ne sont guère brillants, il faut qu'ils fassent sombre. Or, le côté obscur de Saturne est très lumineux à cause des anneaux qui l'éclairent. Cela fait qu'il est très difficile de voir la foudre dans les nuages cotonneux. Le climat infernal sur Saturne est très étonnant. C'est un véritable monstre.
L'une des tempêtes les plus effrayantes de Saturne a été découverte à son pôle sud et elle ressemble à un ouragan. À l'heure actuelle, elle couvre une surface plus vaste que les États-Unis. La grande tache rouge de Jupiter ressemble plus ou moins à un cyclone, mais elle n'a pas d'œil. La tempête du pôle sud présente davantage les caractéristiques d'un ouragan terrestre, y compris le fameux œil. C'est le seul ouragan connu à ce jour sur une autre planète que la Terre. On ne sait pas trop s'il s'agit vraiment d'un ouragan comme ceux que nous avons ici sur Terre, mais sa morphologie en est très proche. C'était très excitant de l'observer. Tout le monde était très enthousiaste et nous-mêmes avons été surpris. On peut voir dans l'œil, tout comme avec un ouragan terrestre. Ça permet d'observer l'atmosphère de Saturne comme jamais. Ce phénomène est une fenêtre ouverte sur la planète. C'est très étonnant de découvrir que sa surface est très similaire à celle de la Terre. La tempête au pôle sud mesure 8000 km de large, soit les 2/3 du diamètre de la Terre. Si un ouragan aussi énorme se formait chez nous, il s'étendrait de New York à Bagdad, anéantissant tout sur son passage. C'est un tourbillon d'air centré autour de son œil et entouré par un mur de vent. On ne sait pas encore ce qui alimente cette tempête monstrueuse. Les vents sont plus forts sur Saturne que sur Terre, ce qui est une énigme parce qu'elle reçoit peu d'énergie du Soleil et en produit peu. L'ouragan se situe vers le pôle sud de Saturne, au lieu d'être dans la région équatoriale comme sur Terre. Début 2007, l'imagerie moderne a permis de révéler un aspect de Saturne qui a étonné les spécialistes. On la voit très bien maintenant. Elle est immense, fascinante. Elle est unique dans l'univers. Saturne est la planète la plus étrange du système solaire. Et sa beauté rehausse son mystère. En 1979, le vaisseau spatial Voyager a révélé l'existence d'une forme parfaitement géométrique au pôle Nord. En octobre 2006, la sonde Cassini a constaté que cette forme était toujours là. C'est quelque chose de bizarre et qui reste là. Ça ne se déplace pas sur la planète. Il y a un hexagone sur le pôle, un polygone à 6 côtés qui l'entoure à environ 78 degrés de latitude nord. Et cela s'obstine à rester là. Cet hexagone ressemble au vortex polaire de la Terre, constitué de vents qui soufflent autour du pôle. Le vortex de Saturne pourrait contenir 4 terres. Il perce la couche nuageuse sur 95 km d'épaisseur. Le plus bizarre, c'est que Voyager a vu un petit nuage qui filait à une centaine de mètres par seconde, ce qui vaut à 320 km/h à l'intérieur de cette structure. On a pensé que c'était un élément temporaire. Comment peut-il se maintenir? Il est là au moins depuis 20 ans et on ignore toujours ce que c'est. Pour y aller, il faudrait pénétrer ces nuages épais. Et plus on descendrait, plus la pression serait intense jusqu'au moment où on imploserait. On ne pourrait pas aller plus loin avec un engin spatial. Pour l'instant, les voyages sur l'orbite de Saturne sont réservés aux engins spatiaux non habités. Mais on peut s'aventurer sur une des 48 lunes qui tournent autour de la planète. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi les lunes se trouvent là et quelle est leur fonction.
Nous sommes déjà allés sur l'une d'entre elles. Titan est la seule autre lune que la nôtre à avoir été explorée. Cet événement a été plus qu'important. Le 14 janvier 2005, la science-fiction est devenue réalité. Dans le cadre de la mission Cassini, la sonde sans pilote Huygens s'est posée sur la surface de la plus grande lune de Saturne. Titan est à la hauteur de son nom. Il fait la taille de Mercure. En fait, c'est la deuxième plus grande lune du système solaire. Elle est une demi-fois plus grande que notre lune. Tout en étant séduisante à bien des égards, Titan ressemble beaucoup à la Terre. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point la surface de Titan ressemblait à celle de la Terre. Il y a des rivières qui alimentent des lacs, il y a des vents. Et à d'autres endroits, des dunes. Sur la zone équatoriale de Titan, en tout cas du côté dont nous possédons des images radars, il y a des centaines et des centaines de kilomètres de dunes, de 100 mètres de haut, plusieurs kilomètres de large. C'est une vaste mer de dunes. Ce sont peut-être des gisements d'hydrocarbures solides. On n'était pas sûr que la sonde puisse atterrir sur une surface solide ou liquide. Elle s'est enfoncée dans une sorte de pudding, une matière mi-liquide, mi-solide. On dirait que la surface de Titan est gluante. Ni terre, ni mer, mais quelque chose d'intermédiaire. C'est très étonnant. Mais Titan a une atmosphère, comme la Terre. Aucune autre lune de notre système solaire n'en possède. L'atmosphère de Titan est très épaisse et très massive. Sa masse est 10 fois plus importante que celle de l'atmosphère terrestre. C'est une couche de gaz très épaisse, plus épaisse que l'air que nous connaissons. Les particules dans l'air sont minuscules, de sorte que cela ressemble davantage à une brume qu'à du brouillard ou à un nuage. Cette brume mesure plus de 300 km d'épaisseur. De l'extérieur, elle est opaque, comme une grosse balle orange. Mais quand la sonde Huygens est descendue dans l'atmosphère, celle-ci était assez transparente pour qu'on puisse observer, voir les caractéristiques de la surface. Ce n'est pas comme une journée de brouillard à Los Angeles. Ce n'est pas la couleur de l'atmosphère qui intrigue le plus les scientifiques, c'est sa composition. De l'azote et du méthane. Les mêmes gaz qui auraient composé l'atmosphère de la Terre au début. L'idée que l'atmosphère de Titan serait semblable à celle de la Terre à sa naissance il y a 4 milliards d'années nous ravit et nous intéresse beaucoup. C'est l'une des choses que nous étudions de près dans notre laboratoire. À l'Université du Colorado, le docteur Margaret Tolbert simule l'atmosphère de Titan dans son laboratoire. Celle-ci pourrait-elle contenir les ingrédients nécessaires à la vie? On essaie de simuler les réactions chimiques à l'intérieur de cette atmosphère qui est plus une brume, d'après moi. Nous avons ici une chambre de réaction et dedans de l'azote et du méthane, les deux composantes majeures de l'atmosphère de Titan.
Nous mettons cela sous une lampe qui va simuler la lumière du Soleil, frappant l'atmosphère de Titan. C'est incroyable, mais l'expérience de Margaret Tolbert a montré que lorsque l'atmosphère de Titan est stimulée par la lumière, elle commence à produire des composés organiques. Pour les scientifiques qui cherchent les traces de vie hors de notre planète, cela est fascinant. Alors que les scientifiques fouillent la galaxie pour y détecter des signes de vie, certains résultats dans notre propre système solaire sont passionnants. Titan, la lune de Saturne, semble rassembler les conditions requises. À l'Université du Colorado, des expériences ont montré que lorsque la lumière solaire entre en interaction avec l'atmosphère riche en méthane et en azote de Titan, des composés organiques se forment. Ces matières organiques flottent à la surface de Titan. Vous pouvez les voir sur les photos. Et qui sait ce qu'elles vont produire? Elles pourraient fournir de l'énergie à une nouvelle forme de vie. Il faudrait des recherches plus approfondies pour déterminer s'il y a vraiment de la vie sur Titan ou si elle pourrait s'y développer un jour. Bien que son atmosphère ressemble à celle de la Terre à ses débuts, l'environnement y est très différent. Il fait froid, 180 degrés au-dessous de zéro. Il n'y a pas d'eau liquide. Titan est donc très différente de la Terre primitive. Quelque chose a creusé les lits de rivières et de lacs dans le sol de Titan. Or, il n'y a pas d'eau liquide sur cette lune. Qu'est-ce qui peut bien couler sur ces terrains? Sur la Terre, les montagnes sont faites de roches, alors que les montagnes de Titan sont composées de méthane et d'eau gelée. Les rivières de Titan sont des rivières de méthane, alors que sur Terre, c'est de l'eau. On pense qu'il pleut du méthane liquide sur Titan, ou qu'il en pleuvait. Sur Titan, il fait tellement froid que le gaz est liquéfié et qu'il forme des rivières et des lacs. Tout ce terrain est raviné par des rivières de méthane. C'est vraiment très intriguant. Le méthane est le principal composant du gaz naturel, du propane et du butane, qui sont des sources d'énergie. Il y a beaucoup d'hydrocarbures. Il y a de grandes quantités d'hydrocarbures légers sur Titan. Ils brûlent quand ils entrent en contact avec de l'oxygène. Il y a donc beaucoup d'énergie là-bas. Il y en aurait assez sur la surface de cette lune énorme pour subvenir à tous les besoins de la Terre pour très longtemps. Il y a d'énormes gisements de gaz naturel sur Titan. Ce serait génial de pouvoir les exploiter. Mais cela reviendrait sans doute trop cher d'aller chercher ce méthane et de le ramener sur Terre. Il ne pourra jamais servir d'énergie ici. Titan est la plus grande lune de Saturne, mais l'une de ses plus petites pourrait être encore plus intéressante. C'est une boule de glace et de roches brillantes qui s'appelle Encelade. Elle est toute petite. Elle mesure environ 480 km, soit à peu près 1/8 de la taille de notre propre Lune. Et jusqu'à présent, on n'a jamais vu un si petit objet céleste présenter des signes d'activité. Ces signes d'activité ont été découverts en 2005 par Caroline Porco et son équipe d'imagerie de la mission Cassini. Une photo laisse penser que des sources jaillissent sur Encelade. Selon des membres de mon équipe, il s'agirait en fait de geysers qui résulteraient de la présence de poches d'eau liquide pas très éloignées de surface. Le geyser Old Faithful du parc national de Yellowstone est sur Terre la structure la plus proche de ce qu'on trouve sur Encelade. Il expulse de la vapeur d'eau et de l'eau à environ 45 mètres de hauteur. Les geysers sur Encelade montent à des centaines de kilomètres à cause de la gravité beaucoup plus faible et parce qu'il n'y a pas d'atmosphère.
De nombreux geysers ont été découverts, tous dans l'hémisphère sud d'Encelade. Ils sortent de ces grandes fissures qui font environ 220 km de long et qui se répartissent sur une bande de 80 km de large. Nous les appelons les rayures de tigre, parce que quand nous les avons vues pour la première fois, on aurait dit le pelage d'un tigre. Il y a 4 zones où il semble y avoir des failles géologiquement actives, avec des panaches qui semblent en sortir. Nous en avons compté 20 à 21. Le sud d'Encelade est couvert de geysers cosmiques. Qui aurait cru qu'une boule de glace de la taille du Texas présenterait des panaches et des geysers? C'est incroyable. Encelade est chauffée sur sa face intérieure par les marées de Saturne. La lune de la Terre attire les océans et les déforme, créant les marées qui nous sont familières. Mais sur Encelade, il y a l'attraction de Saturne. Et comme cette lune est en orbite autour d'elle, l'attraction change de direction et la glace grince et gémit. Ces frottements internes créent une forte chaleur issue de cette friction. On pense que c'est cela qui produit l'évaporation de l'eau qui s'échappe ensuite par ces fissures et qui produit les geysers que nous voyons. Mais il y a autre chose. Les éruptions d'Encelade ont permis de clarifier une théorie concernant un des anneaux de Saturne. Nous savions qu'il pouvait y avoir des geysers ou quelque chose venant de la surface qui lançait de la matière en orbite autour de Saturne et formait l'anneau E. L'anneau E est le plus éloigné de la planète. Il est à 120 000 km à peu près. Il se trouve qu'il est sur la même orbite, à la même distance de Saturne qu'Encelade. Il se peut qu'il doive son origine à Encelade. L'épaisseur de l'anneau E correspond à la taille des particules éjectées du pôle sud d'Encelade. Si ces geysers disparaissaient, l'anneau disparaîtrait aussi. En fin de compte, ces flux liquides laissent à penser qu'il y a de l'eau sur Encelade, et peut-être même autre chose. Si on cherche de l'eau, ce n'est pas parce qu'un jour nous risquons d'avoir soif. C'est notre intérêt pour les traces de vie sur d'autres planètes qui nous pousse à chercher de l'eau. C'est aussi simple que cela. On suit d'abord l'eau. Encelade, la lune de Saturne, est l'un des lieux les plus passionnants et les moins bien compris de notre système solaire. Encelade est un lieu vraiment mystérieux. Le plus étrange, et cela a retenu très vite notre attention, c'est qu'elle est très lumineuse. C'est l'objet le plus blanc du système solaire. Nous savons maintenant qu'elle est recouverte de neige fraîchement tombée, de la glace retombée de ces geysers de glace. Et cette glace intéresse tout particulièrement les scientifiques. Les perspectives sont fascinantes. La recherche d'eau dans notre système solaire est en fin de compte une recherche de la vie. On cherche de l'eau et on espère trouver de la vie. En raison de la présence de cette glace, certains experts pensent que les avancées sur la vie extraterrestre devraient commencer sur Encelade. On y trouve aussi beaucoup d'autres molécules qui montrent qu'il y a ici une chimie aqueuse insoupçonnée. Il y a toute une série de processus chimiques, comme des dissolutions, et peut-être aussi des processus biochimiques. Il faudra les voir. L'exploration planétaire est une sorte de Graal des temps modernes. Nous sommes partis à la recherche d'environnements où la vie pourrait avoir commencé, et nous sommes tombés sur cette lune. C'est passionnant. C'est pour cela que vivent les scientifiques.
Nous connaissons la composition des gaz qui en sortent parce que la sonde les a traversés. Il y a du carbone, de l'azote et tous ces éléments nécessaires à la vie. On a aussi une source d'énergie, la chaleur issue des frottements et celle des marées internes. Elle est visible en surface. Tous ces éléments pour entretenir la vie sont présents dès l'instant où elle est née. C'est ce qui fait tout l'intérêt d'Encelade. Mais quel genre de vie pourrait-il y avoir là ? On ne peut pas y faire de sushi. Il n'y a ni homard ni poisson. Il pourrait y avoir des microbes. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre à trouver mieux sur une lune comme Encelade. Si jamais on découvrait une forme de vie dans notre système solaire, elle serait extrêmement simple. Elle serait bactérienne ou quelque chose dans ce genre. Mais même une telle découverte serait un événement grandiose. Cela changerait tout ce que nous savons de notre système solaire, de l'univers et de nous-mêmes. Nos connaissances sur Saturne et ses lunes, nous les devons à la sonde Cassini, qui a atteint son orbite en 2004. Elle est aujourd'hui quelque part entre les anneaux, les lunes et la planète elle-même. D'ici 2008, elle aura effectué 70 voyages autour de ce géant gazeux. Placer une sonde en orbite autour de la planète, avoir ainsi le temps d'observer un système et ses différents éléments sur une longue période, c'est la meilleure façon de procéder. Tous les jours, des scientifiques traitent l'information en provenance de ces rencontres. En plus de la caméra, il y a un radar qui envoie des ondes radio à travers les nuages et réceptionne l'écho de la surface pour obtenir une image. Il y a des spectromètres qui mesurent la composition de la planète et des dispositifs infrarouges pour en mesurer la température. C'est un engin spatial très complet. Comme on la voit mieux, on en connaît davantage. Je crois que c'est un yogi qui a dit qu'on en apprend beaucoup, simplement en regardant. Comparer ces informations à des phénomènes terrestres peut nous aider à expliquer les mystères de notre propre planète. Saturne est très différente de la Terre. Son diamètre est 8 à 9 fois supérieur. Son atmosphère, faite d'hydrogène, est complètement différente de la nôtre. Mais on y rencontre les mêmes phénomènes physiques. Les forces qui contrôlent les conditions météorologiques sur Saturne sont les mêmes que sur Terre. Il fait partie du système solaire et de notre histoire. Comprendre comment notre système solaire s'est formé, c'est aussi comprendre comment je suis arrivé ici. C'est comprendre la nature des autres planètes du système solaire qui sont comme nos voisins. Les nouvelles technologies de la mission Cassini nous apportent des images et des informations comme jamais auparavant. Quand la sonde Cassini arrivera sur Saturne, on pourra déchiffrer certains secrets. C'est assez complexe et il nous faudra longtemps pour tout déchiffrer. Je ne pense pas que nous y arriverons totalement, mais c'est déjà bien de s'être placé en orbite et d'observer un système planétaire aussi riche que celui de Saturne. La Terre a un environnement. Elle fait partie de l'univers. Et si nous voulons connaître notre place au sein de cet univers, il nous faut étudier autre chose que la Terre. Quelles que soient les découvertes qui ne tarderont pas sur le Seigneur des Anneaux, elles ne peuvent qu'être passionnantes.